Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Bienvenue à vous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa, cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'honneur et oui, nous aurons le plaisir d'avoir deux talents, les Ivoiriens les plus cotés du monde, mesdames et messieurs, sont avec nous sur le plateau de Diaspora Africa et ça s'applaudit. Nous aurons le plaisir d'avoir Monsieur le Consul de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Diaspora Africa. Bienvenue à vous. Merci, bien, merci. Et bien sûr, Stanislas Zézé, un visage qui vous parle à tous, qui sillonne l'Afrique. C'est un plaisir, Monsieur le grand entrepreneur Stanislas Zézé, de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Merci infiniment de m'inviter, c'est un honneur. Alors, on a plein de questions à vous poser, Monsieur le Consul, ainsi que vous, Stanislas Zézé. Et oui, mesdames et messieurs, ça va commencer très, très fort dans cette émission. Et nous serons accompagnés par nos chroniqueurs qui ont aussi des choses à nous dire, à savoir Fat Bintou. Comment vas-tu, Fat Bintou? Ça va très bien, je vais bien, merci. Et toi? Alors, le sujet du jour, que nous proposes-tu? Alors, aujourd'hui, nous allons en Côte d'Ivoire pour parler d'un produit phare que tout le monde connaît, qui est réputé, que tout le monde apprécie surtout, l'attiéké. Exactement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'attiéké, hein, forcément. On ne pouvait pas faire venir la Côte d'Ivoire ici sur le plateau sans parler soit de la canne, soit de l'attiéké. Aujourd'hui, c'est l'attiéké, mais même si on va parler un peu de la canne, forcément. On accueille bien sûr Baba Dem. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs et avec ma phrase favorite, Diaspora Africalement bien. J'ai essayé, mais... Ça va, on va essayer. Exactement. C'était pas aussi direct. Alors aujourd'hui, toi, toujours sa chronique, ils font briller donc l'Afrique, donc ça peut être des personnalités, des entrepreneurs, des innovateurs, et aujourd'hui, tu nous parles d'un grand entrepreneur de renom malien qui s'appelle Djadje Sankaré, plus connu sous le nom de Amadou Sankaré. Et donc, c'est un serial entrepreneur, un capitaine d'industrie. Il faudra découvrir son portrait, c'est impressionnant. Avec grand plaisir, Babadem. Et oui, c'est l'objectif de cette émission, faire en sorte de démocratiser l'information concernant nos pépites, nos talents, nos capitaines, bien sûr. Alors, on vous l'a dit, nos invités sont là. Vous allez en savoir beaucoup plus sur eux dans un instant. Ils vont arriver à la barre, ils vont me rejoindre à la barre et on va pouvoir les cuisiner ici sur le plateau de Diaspora Africa et surtout voir leur engagement pour le continent africain et pour les Africains. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, on va voyager. Vous avez forcément toujours vos passeports. Quelle question, Monsieur le Consul? Bien sûr, vous avez votre passeport. Stanislas, toujours obligatoirement le passeport en poche. Et oui, mesdames et messieurs, vous le savez, dans cette émission, on essaye de mettre en avant les destinations africaines. Le monde est beau. Oui, il y a plein de destinations à découvrir, mais l'Afrique est peut-être encore un peu plus belle que ces autres destinations. Alors nous, on vous emmène chez nous sur le continent africain. Et là, ces destinations, forcément, à votre avis, le pays de l'attiéké, le pays du coupé-décalé, le pays de la canne, le pays des talents. Allez, c'est parti. Côte d'Ivoire, venez voir, une terre d'hospitalité. Venez voir un terrain d'opportunité. Terre d'hospitalité,
terrain d'opportunité. Côte d'Ivoire, venez voir. Côte d'Ivoire, venez voir, et nous avons nos témoins ici sur le plateau. Vont-ils confirmer si vraiment la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité? Moi, je me retourne vers vous, monsieur le consul. Vous confirmez ces images? Vous avez découvert cette Côte d'Ivoire-là, vous la voyez? Parce que souvent, quand on est issu d'un pays, eh bien, on ne voit pas le pays de la même façon. On a l'habitude de rester un peu dans ces endroits qu'on connaît. Est-ce que vous confirmez que c'est bien ça, la Côte d'Ivoire, cette terre d'hospitalité, cette terre chaleureuse? Je confirme parce que la Côte d'Ivoire, c'est une Afrique en miniature. C'est-à-dire on retrouve l'Afrique en Côte d'Ivoire. Je confirme également parce que, étant issu de la diaspora, lorsqu'on repart vers la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on fait une nouvelle découverte. Donc on retrouve les opportunités qu'on pensait avoir abandonnées. Donc la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien une terre d'opportunités, pas seulement par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous voyez aujourd'hui un nombre impressionnant de jeunes Africains qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire. C'est dire toute la dynamique qui est en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est une dynamique qu'il faut poursuivre. Stanislas Zézé, vous qui voyagez, qui allez dans différents pays, que ce soit en Occident, sur le continent africain, votre pays, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Vous l'aimez, ce pays-là, et vous la retrouvez dans ces images? Alors, je commençais par vous dire, je me vois vivre nulle part ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Oh, je pense que ça résume tout. J'ai passé 25 ans à l'extérieur et je suis rentré en Côte d'Ivoire et pour rien au monde, j'irai vivre ailleurs. La Côte d'Ivoire, ce qui est très impressionnant, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est un melting pot. Et donc, quand on parle de terre d'hospitalité, si vous voulez, c'est l'essence même de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne se pose pas la question d'où vous venez. Ce qu'on se pose comme question généralement quand on rencontre des gens, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter. Donc c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité par essence en réalité. Ouais. Donc je vous l'ai dit en introduction, on a de grands ambassadeurs de la Côte d'Ivoire ici sur le plateau de Diaspora Africa et c'est mérité. Bon, alors, on peut que applaudir ce beau pays. Ça donne très envie, mon passeport est prêt. Le passeport est prêt. Juste avant de commencer, histoire de nous mettre dans l'ambiance, il y a une question à l'oreillette là qui me vient. Les buzzers fonctionnent bien, est-ce que vous pouvez appuyer? Oui, appuyez, monsieur le consul. Stanislas? Appuyez toujours, parce que parfois ils enlèvent les piles. Voilà. Donc appuyez toujours. Moi j'ai une question. Alors, les buzzers, ça sert à quoi alors, ça sert à quoi? Je vais vous poser une expliquer là. Ouais, je vais vous poser une question. Je pose une question à nos téléspectateurs. Ouais. Moi j'aime bien trouver des questions un petit peu farfelues et les poser ici sur le plateau de Diaspora Africa. Donc je ne suis pas sûre que vous allez avoir la réponse, mais l'objectif c'est pas d'avoir la réponse, c'est plutôt de donner la réponse aux téléspectateurs. Alors forcément, question numéro 1. Moi j'aime bien de promouvoir le continent africain. On sait que c'est le berceau de l'humanité. Alors si je vous dis, dans quel pays trouve-t-on les plus anciens ossements jamais découverts au monde? Dans quel pays? Ossements de... L'ossement humain? Dans quel pays? Soudan? Non. L'Égypte? Non. Éthiopie. Exactement, c'est l'Éthiopie. Et oui. C'est ce que je voulais dire, l'Éthiopie. Et oui, mesdames et messieurs, c'est l'Éthiopie. Vous avez laissé les petits jouets, quoi. Non, on les laisse, on regarde, on observe. Et ils n'ont même pas trouvé. Donc, entre Soudan, entre Égypte, c'est l'Éthiopie, mesdames et messieurs. C'était la même zone. C'était la même zone, exactement. Donc, mesdames et messieurs, il faut savoir que les plus vieux ossements humains connus ont été retrouvés en Éthiopie, en Afrique de l'Est. Ce pays est souvent qualifié comme étant le berceau de l'humanité en raison des découvertes majeures qui ont été faites, et notamment on parle de Lucie, on parle, voilà, exactement, Lucie. Tout à fait. Donc il faut le savoir, l'Éthiopie, les ossements les plus anciens ont été retrouvés là-bas. Allez, mesdames et messieurs, on continue cette émission. Je sais, vous les attendez ici, vous êtes venus, vous nous regardez exprès pour nos deux grands invités. Et je vous propose d'accueillir tout de suite à la barre notre invité numéro 1, à savoir son Excellence, le consul de Côte d'Ivoire, Isiaka Konaté. Excellence, c'est un plaisir de vous avoir. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, mesdames et messieurs, on a amené sur le plateau les Ivoiriens les plus cotés, hein, je me permets de dire ça. Alors,
Pourquoi je dis ça, monsieur le consul? Alors, j'ai eu la chance de vous voir dans différents événements, dans différents endroits, dans différents contextes. Et souvent, en tant qu'Africain, on attend d'avoir un consul proche de son peuple, surtout un consul proche de son peuple, proche de sa communauté, proche des initiatives qui sont portées. Et on a la chance d'avoir un consul comme vous l'êtes. Et vous êtes enviés, les autres pays vous envient parce que on vous voit et aujourd'hui vous êtes sur Diaspora Africa. Vous êtes le seul consul qu'on a réussi à avoir sur Diaspora Africa et c'est important pour nous de le dire ici sur le plateau. Alors, c'est important pour vous, vous l'avez dit, d'être proche du peuple. Vous êtes un citoyen du monde, vous êtes un citoyen ivoirien. Et pour vous, vous rapprocher, expliquer notamment le rôle de consul, être proche des usagers, eh bien, on en parle ici sur le plateau de Diaspora Africa avec nos téléspectateurs. Merci. Alors, on vous écoute. Pourquoi cette posture ? Écoutez, cette posture, parce qu'il faut aller à la rencontre des gens dans le travail consulaire. Le travail consulaire consiste à rencontrer les différentes communautés, pas seulement pour des questions de visa ou de passeport, mais des difficultés. Il faut retenir que généralement, les gens viendront dans un consulat général quand ils ont des difficultés, généralement. Donc, parce que quand ils ont des difficultés, ils viendront dans un consulat général. C'est important d'offrir une fenêtre d'opportunité à ces personnes, de montrer qu'on est à l'écoute de ces personnes. Tout n'est pas parfait, mais quand on est à l'écoute de ces personnes, on peut quand même résoudre un certain nombre de problèmes. Et moi, je pense que c'est ce qui est le plus important dans le travail consulaire, c'est être en contact permanent avec la population qu'on est censé servir. Exactement. Juste pour rappel pour nos téléspectateurs, le rôle du consul, les missions du consul consistent en quoi exactement? Alors, trois missions. Un consulat général, c'est charge de la partie administrative. Donc, on va faire généralement les questions de passeport, de visa, mais pas que des actes d'état civil. C'est comme une mairie de votre pays établie à l'extérieur. Donc, on va faire les actes d'état civil, les actes de naissance, la transcription des actes, la publication de bans pour des mariages, la célébration de mariage, et puis tous ces différents éléments, pour en citer quelques-uns, c'est le travail d'un consul général. On peut aussi faire de la promotion économique, bien entendu. Et ça, c'est important de le dire, la promotion économique. Et c'est comme ça que beaucoup viennent vous voir, beaucoup d'associations, beaucoup d'entrepreneurs, pas seulement ivoiriens. Et ça, on va insister dessus dans un instant. Donc là, on peut voir à l'image donc la célébration de l'ouverture de la CAN, que vous avez organisée. Oui. Donc pour vous, c'était important. Vous veniez d'arriver donc en France, vous veniez de prendre votre poste de consul, et c'était important d'accueillir correctement la diaspora ivoirienne, mais pas que. Encore une fois, on insiste dessus. C'est-à-dire que le consul, c'est l'administration, mais pas que, c'est aussi la promotion de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Parce que c'était une opportunité unique. La Côte d'Ivoire recevait la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'on est un pays qui a toujours été ouvert sur le continent africain. Moi, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la Côte d'Ivoire, c'est une Afrique en miniature. On retrouve toute l'Afrique en Côte d'Ivoire. On retrouve des racines importantes de chaque peuple en Côte d'Ivoire. J'aime bien parler de cela, surtout quand on parle du côté culinaire, de la gastronomie. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de compétition sur les plats africains en Côte d'Ivoire, parce qu'on retrouve toute l'Afrique justement en Côte d'Ivoire. Donc quand j'arrivais, je pensais que c'était important, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, d'inviter toutes les personnes qui se reconnaissent sur ce continent et faire comprendre surtout au monde que la Coupe d'Afrique des Nations est aussi importante pour les Africains que la Coupe d'Europe l'est pour les Européens. Ça, c'est vraiment comprendre cela, et que les gens comprennent que les Africains tiennent à la Coupe d'Afrique des Nations, et puis offrir cette opportunité où on venait partager seulement. Il y avait la culture, il y avait le repas, mais il y avait aussi le match de football que, bien évidemment, la Côte d'Ivoire va gagner. C'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais il fut un temps, c'était le stress. Ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. On va en parler dans un instant, rassurez-vous, parce que j'aimerais avoir des clarifications. En tout cas, c'est important, vous le dites. Et la Côte d'Ivoire était réunie, les Ivoiriens étaient réunis, mais aussi l'Afrique était réunie. C'est-à-dire que vous avez invité les autres consuls, les autres représentations diplomatiques à cet événement. Encore une fois, l'Afrique accueille, comme l'a dit Stanislas Zézé, la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique en miniature. Et là, vous l'avez montré. Tout à fait. Et puis, en plus de cela, moi, j'avais mis cette activité sous la présidence effective de notre ambassadeur en France, l'ambassadeur Bandama, qui est venu, qui a invité aussi les 54 pays africains, qui les a tous invités. Donc, on avait un beau monde quand même. On avait tous les pays qui étaient représentés. C'était vraiment un véritable défi d'avoir toutes ces nations et de voir que l'Afrique, d'une seule voix, venait lancer la Coupe d'Afrique des Nations. C'était comme si tous les pays africains étaient aussi les organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'était très impressionnant. Et puis bon,
Après, bon, on gagne quand même. Donc on va y avoir droit. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises dans différents événements, notamment des événements en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec cette diaspora, ces jeunes entrepreneurs qui en veulent, qui souhaitent participer à l'essor du continent africain. Pour vous, c'était important, c'est important de participer, de les accompagner, de les orienter? Oui, moi je pense que c'est très important. Et surtout, là-dessus, c'est pour ça que j'aime bien Zézé, justement, on est assez proches, hein, je peux le dire. Hein. Et pour moi, c'est assez important parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique doit s'unir autour des opportunités d'investissement des jeunes talents africains. C'est très important. Et une chose pour moi qui est importante aussi, c'est, je le répète, à chaque rencontre à laquelle je suis associé, c'est de dire aux Africains, aux jeunes Africains, nous devons sortir de l'obsession de l'investissement dans nos pays d'origine uniquement. C'est-à-dire qu'en tant qu'Africain, lorsqu'on a un projet qui est porteur au Sénégal, au Mali, au Burkina, on doit pouvoir porter ce projet sur l'ensemble du continent plutôt qu'à être concentré exclusivement sur nos territoires. Pour moi, c'est très important de voir ces différents talents et parce que je suis aussi issu de la diaspora et parce que j'ai rencontré les premières difficultés lorsqu'on repart en Afrique. C'est important de leur dire oui, il y aura des difficultés, mais il ne faut pas laisser tomber. Stan était en train de dire tout à l'heure que pour rien au monde, il irait vivre ailleurs. Donc, il va y avoir des difficultés, mais il faudra être patient, persévérant et puis surtout beaucoup humble parce que aussi l'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de talents. Ce n'est pas parce qu'on vient de l'extérieur ou parce qu'on est de la diaspora qu'on est forcément, on a beaucoup plus de talent que les autres, mais en tout cas, comprendre que cette opportunité existe sur le continent africain, mais pas qu'en Côte d'Ivoire. Mais je fais la promotion de mon pays, bien évidemment, parce que, comme je le dis, nous sommes une Afrique en miniature. On est sûr, quand vous sortez de l'aéroport d'Abidjan, vous sentez que vous êtes en Afrique. Vous vous sentez chez vous, parce que c'est un pays qui offre cette opportunité, qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, quel est le plus que vous pouvez nous apporter. Ça, c'est très impressionnant dans le développement qui se met en place, dans toutes les stratégies qui se mettent en place sur le continent africain. Et c'est ce que vous promouvez à chaque déplacement, à chaque rencontre. Et comment dire, quand on est membre de la diaspora, on a pour objectif d'aller sur le continent africain, on aimerait aller sur le continent africain. Et la première porte, c'est quand même le consulat. C'est-à-dire avoir un consulat qui nous ouvre les portes, avoir un consulat bienveillant, avoir un consulat qui nous donne les bonnes informations pour pouvoir aller rencontrer donc, les bonnes personnes, emprunter le bon chemin, c'est primordial. Mais malheureusement, beaucoup d'Africains vous diront que ça pêche, que c'est difficile, que malheureusement, quand on souhaite faire appel à certaines administrations, à certaines représentations diplomatiques, c'est difficile. Et ça, vous, en tant que membre de la diaspora, vous l'avez peut-être vécu. Et c'est pour ça que finalement vous avez décidé de changer la façon de faire. Parce qu'on va le dire, vous êtes presque un extraterrestre quand on parle de consul. On voit un consul accessible, on voit un consul qui n'est pas dans son bureau mais qui est sur le terrain avec les usagers, on voit un consul qui répond à nos demandes sur un plateau télé, on voit un consul qui nous reçoit ou qui vient nous promouvoir la Côte d'Ivoire. On n'a pas l'habitude. Écoutez, moi je pense que c'est très important, je l'ai dit dès le début, tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait dans ce que nous faisons. Mais je suis d'accord qu'il y a des choses importantes à faire sur le continent africain. Il est important pour moi, en tant que consul général de la République de Côte d'Ivoire ici à Paris, de me mettre à la disposition de mes concitoyens et de leur dire qu'ils ont la possibilité de rentrer en contact avec nous lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Toutefois, ça ne les exonère pas de faire leur démarche au préalable. Voilà, c'est très important. Et ça ne les exonère pas de prendre un rendez-vous, de venir pour faire un travail consulaire. Parce qu'au demeurant, les ambassadeurs, les consuls généraux, ils peuvent faire tout le travail qu'ils souhaitent ou qu'ils veulent. Mais les meilleurs représentants des pays à l'extérieur, c'est les populations. Si les populations n'ont pas l'exemplarité nécessaire pour porter l'image du pays, l'ambassadeur peut faire 500 réunions, il peut faire des conférences, ils peuvent organiser tout ce qu'ils veulent. On sera jugé à travers nos communautés respectives. C'est pour ça qu'il est important de rester en contact avec la communauté aussi, de l'aider non seulement à faire ses démarches, mais aussi de lui montrer qu'ils sont individuellement et on est collectivement des ambassadeurs de nos différents pays
dans les pays d'accueil. On est totalement d'accord. Monsieur, Excellence, vous êtes encore une fois le consul de Côte d'Ivoire. Vous le dites, hein, sur vos profils, j'ai pu regarder, vous êtes citoyen du monde, vous insistez dessus. Et il y a une particularité que vous avez, c'est de réunir les différents consuls, de travailler avec les différentes représentations diplomatiques ici en France. Vous les avez invités, vous allez les voir, vous allez les saluer par respect. L'objectif, c'est vraiment de rassembler, de faire, en gros, réunir l'Afrique ici en France. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance, lorsque je suis arrivé à Paris, d'aller voir le consulat général du Sénégal. J'ai vu le consulat général du Sénégal. Et j'ai vu tout ce qui se faisait au niveau du consulat général du Sénégal. Et j'ai vu nos faiblesses, nous, au niveau du consulat général des Côtes d'Ivoire. Et à partir de cela, je me suis dit qu'il faut diversifier cela. Pas que des consuls généraux africains, mais aussi de différents pays. Donc on va continuer, parce qu'au niveau de la CEDEAO, on a la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est quand même assez curieux qu'au niveau, même s'il y a, je crois au niveau des ambassadeurs, il y a un doyen du corps diplomatique africain, etc. Mais c'est important au niveau des consuls généraux, que même au niveau de la CEDEAO, qu'on retrouve la même solidarité. C'est très important. Alors moi, je me retourne vers vous. Alors, ça donne envie, n'est-ce pas? Ça donne complètement envie. Et en plus, je suis tout à fait d'accord avec toi, Aïssatou. J'ai eu l'occasion de rencontrer son Excellence plusieurs fois. Peut-être que vous ne m'avez pas vu, il y avait du monde. Et ce que je trouve effectivement très surprenant, c'est que c'est dans différents types d'événements. Ça veut dire, on ne va pas dire c'est que de l'entrepreneuriat. Ça peut être autour de la littérature, ça peut être autour de la culture, des arts. C'est vraiment quelque chose voilà, dont nous, les Africains, on a des besoins voilà, d'avoir des représentants qui sont investis et qui ne nous font pas peur, dont on peut s'approcher quand on a besoin. Et vous avez bien fait de préciser, cela ne nous dispense pas de faire les choses comme il le faut, parce qu'il ne s'agit pas non plus de déranger les autorités alors qu'on n'a pas fait le nécessaire déjà avant de vous solliciter. Donc merci vraiment pour votre engagement et j'espère que d'autres prendront votre exemple. Surtout cette envie de vouloir unifier les différents ambassadeurs du continent et des consuls. Donc ça, c'est de très belles initiatives pour nous, en fait. Ouais. Donc forcément, je me retourne vers Stanislas Zézé qui prône l'excellence et que l'excellence. Vous êtes tous les deux très carrés, hein. Les Ivoiriens sont... je ne sais pas si c'est général ou pas, mais en tout cas, là, on n'a que des... Donc Stanislas Zézé, l'excellence, la droiture, faire correctement son travail, montrer une bonne image, c'est important pour vous et on le retrouve. Absolument, dans ce que dit, le consul. Et je crois que c'est en ça qu'on est amis, qu'on se rejoint. C'est surtout de prôner l'excellence auprès des Ivoiriens. Je me rappelle quand je venais en France au collège, mon père m'a dit tu es africain, tu vas en Europe, tu es condamné à l'excellence. Et je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais en réalité c'est ça. C'est-à-dire que sommes africains et en Occident, les gens ont déjà des préjugés sur nous. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous-mêmes, pour rectifier cette image de préjugés qu'ils ont. On peut penser ce qu'on veut, ils ont leur réalité, la perception qu'on a de nous est extrêmement importante. Et on le fait pour nous-mêmes, pour rectifier les tiers. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le consul général quand il dit, au-delà d'aller vers les Ivoiriens pour leur expliquer comment fonctionne le consulat, il est important de leur rappeler leurs obligations morales d'ambassadeurs de la Côte d'Ivoire vis-à-vis le reste des gens ici. Totalement. Et donc, être correct, prôner l'excellence, c'est s'améliorer. Et c'est améliorer son environnement et c'est fait de sorte à ce que les gens respectent l'Afrique. L'idée aujourd'hui, c'est de remettre l'Afrique en orbite et de tirer le continent vers le haut. Et cette logique du consul général de rendre visite aux autres consuls généraux, c'est la culture africaine de bon voisinage et aussi, en tant qu'Africains, cette consolidation de nos forces pour que les gens nous respectent ici, pour qu'on ait cette image de gens corrects qui, quand ils viennent chez les autres, respectent les règles, respectent l'environnement, se parlent entre eux et ne sont pas en concurrence. Quel résumé. Donc, des éloges et surtout la réalité, c'est important. Et
vous vous retrouvez dans tout ce qu'a pu dire M. Stanislas Zézé. Donc vraiment, nous on insiste. Hein, merci, moi je tiens à le dire auprès des téléspectateurs et à la télé. Merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous êtes, merci pour votre engagement. Vous représentez dignement la Côte d'Ivoire vraiment en France. C'est un plaisir d'avoir un consul, même si vous n'êtes pas le consul de nos pays respectifs, mais on sait qu'on a accès à vous, on sait qu'on a, comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est ouverte à tous et c'est très important de la promouvoir à travers donc, tous les Africains, à travers toutes les actions. Monsieur le consul, un autre message ou quoi qu'il en soit, vous êtes avec nous jusqu'à la fin de la soirée? Ah oui. Oui. Non, je suis là, mais je pense qu'on va très bientôt au consulat général, on va lancer deux vidéos intéressantes. On va inviter au petit déjeuner du consulat général beaucoup d'Africains. On va lancer une invitation aux Africains. Il y aura entre 50 et 70 personnes, un petit déjeuner une fois par mois. Et puis on va aussi lancer 48 heures avec le consul général. On va permettre à partir de l'été aux différents Africains ou aux Ivoiriens qui veulent apprendre le métier et puis qui aiment se plaindre aussi, qui aiment se plaindre des consulats généraux, de venir faire 48 heures avec nous, faire l'expérience du travail au quotidien, les défis qu'on rencontre. Et comme ça, ils peuvent mieux comprendre. Et on va autoriser qu'ils filment en attendant qu'on écrive un livre. Vous n'avez pas peur de la désinformation ? Pardon ? Vous n'avez pas peur de la désinformation ? Ah oui, justement, c'est pour cela que pour combattre la désinformation, il faut envoyer des personnes vers l'information. C'est 48 heures avec moi. Vont permettre de véhiculer la bonne information. Permet à la personne de travailler avec moi, de voir les défis que je rencontre, quelle réponse est-ce que je donne aux défis que je rencontre, et pourquoi est-ce qu'on répond ceci plutôt que cela. Parce qu'aussi, les actes consulaires, les actes administratifs, ce sont des lois des pays, et on est obligé de respecter les lois, c'est très important. Okay. Merci beaucoup, monsieur le consul de Côte d'Ivoire. Donc, deux rendez-vous à ne surtout pas rater. Finalement, ça confirme. En plus, on a l'exclusivité d'avoir ces informations-là ici sur Diaspora Africa, cette émission qui fait le pont entre l'Afrique et sa diaspora. Merci encore, monsieur le consul. Je vous accompagne à votre place. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Diaspora Africa et c'est un plaisir d'avoir la crème de la crème, d'avoir ces personnalités qui représentent l'Afrique parce que pour le coup, vous n'êtes pas plus des talents juste ivoiriens, vous êtes des talents africains et on va le voir dans un instant avec notre star, moi je le dis, notre star aussi, Stanislas Zézé qui va me rejoindre dans quelques petites minutes. Avant, on va parler aussi d'autres personnes qui font bouger l'Afrique et le reste du monde et pour le coup, on aura le plaisir de recueillir vos commentaires. Alors Baba, oui, c'est toi qui te colle à cela. On aime ici mettre en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. On t'écoute. Alors, aujourd'hui, dans iPhone l'Afrique, on va mettre en l'honneur Amadou Sankaré, plus connu sous le nom de Djadje Sankaré. C'est un entrepreneur malien de renom. Il est surnommé le serial entrepreneur. Parfois, on parle de génie malien, d'autres qui diront milliardaire malien. Mais c'est pour vous dire son importance. Il a fondé en 1993 la Société africaine d'études et de réalisation qui s'appelle la SAER, plus connue sous le nom de la SAER, devenue aujourd'hui le leader des services de gestion des ressources humaines en Afrique de l'Ouest francophone. Il est à la tête d'un véritable empire économique comprenant une trentaine d'entreprises opérant dans plusieurs pays africains et employant plus de 7000 personnes. Alors, ces activités sont dans divers secteurs. Les ressources humaines avec SAER Emploi, dans la finance avec Mali Créance, ingénierie avec DS Consulting, mines et construction avec IMS, agro-industrie avec Biomali et SEYAM avec Sécurité et Sécurinor. Donc Sécurinor, il l'a créé en 2014 pour aider la MINUSMA dans la sécurité dans le nord du Mali. Et plus récemment, il a créé Humaneo, une plateforme digitalisée de gestion des ressources humaines. Il continue à innover. Il a développé eCloud, une plateforme permettant à ses clients de réaliser toutes les fonctions de ressources humaines à distance et avec l'ambition de conquérir le marché mondial. Depuis le début de sa carrière, il comptabilise la signature de plus de 100 000 contrats de travail. 100 000 contrats de travail. Sa vision, en fait, est de contribuer au rayonnement du Mali en valorisant le secteur privé et en améliorant le climat des affaires. Il mise également sur un secteur laissé plus ou moins à l'abandon, sont les industries créatives. Il soutient de nombreux artistes. Il sait que l'Afrique doit rayonner culturellement dans le monde. Et je voudrais terminer avec ces trois conseils de réussite pour lui. Premier conseil, la confiance en soi et ne jamais dire « je ne peux pas » parce que vous ne savez pas.
Deuxième, le modèle économique, c'est-à-dire que si les projets ne marchent pas, c'est qu'on ne voit pas vos modèles économiques. Et troisième et dernière, c'est la persévérance, c'est-à-dire toujours commencer par le début un projet, alors que pour la plupart des gens, ils préfèrent commencer par la fin. Donc, ils demandent de commencer par le début. On voulait le mettre en avant. C'est un véritable serial entrepreneur. Il est aussi à la tête d'une fondation, je crois. En fait, il est assez philanthrope. D'accord. Et disons que c'est sur plusieurs. Il y a la culture, mais il y a aussi des personnes au niveau humanitaire. Et il a été aussi président du patronat du privé malien. Donc, il en fait tout et ça ne m'étonnerait pas qu'il se lance dans la politique. Oh, tout de suite. Donc, voilà, Djadji On Sankaré. réussit dans le business, forcément, on se lance en politique. Ah, il a une très belle vision. Il a une très belle vision, surtout président. pour 2050. Il dit que l'Afrique aura 2 milliards de personnes. Et donc, c'est sur ce continent qu'il faudrait voir le nombre de consommateurs. Et il voit même les Européens venir sur notre continent. Donc, je le vois bien. Pour le coup, il me fait... On va l'applaudir, bien sûr. Ouais. Un champion, un capitaine d'industrie africain. Moi, j'insiste sur le côté africain. Maintenant, il faut arrêter de raisonner en termes de pays. On est africain et on fait briller l'Afrique et on est fiers de ces talents-là qui nous représentent dignement. Alors, forcément, Stanislas Zézé, ça vous parle. Il y a des mots qui vous parlent, vous connaissant. Alors, je pense que c'est très bien de mettre en valeur nos entrepreneurs africains, ce qu'on ne fait pas suffisamment, malheureusement. Il faut les mettre en avant. Nous sommes un continent qui devient de plus en plus jeune, donc les jeunes ont besoin de référents, les jeunes ont besoin de modèles, et quelqu'un qui a travaillé et qui a réussi quelque chose, forcément c'est un modèle pour les jeunes et il faut le mettre en valeur. C'est la première fois que j'entends parler de lui et c'est bien dommage. Je pense que c'est des gens, d'ailleurs je félicite Diaspora Africa de mettre cette personne en valeur. Moi, je vais aller faire des recherches sur lui, désormais, et peut-être le prendre en exemple quand je ferai des conférences. C'est extrêmement important de parler de nos gens. C'est les Africains qui doivent faire la promotion des Africains. C'est les Africains qui doivent tirer les Africains vers le haut. On ne devrait pas attendre ça de quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je le félicite. Et tout à l'heure, vous disiez pourquoi en politique. En réalité, je ne sais pas pourquoi on devrait fuir la politique. Oui, non, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il est extrêmement important de comprendre ce que c'est que la politique. Peut-être qu'on ne la comprend pas bien en Afrique. Peut-être. La politique, c'est la gestion de la cité. Ça. Tout le monde est impliqué dans la gestion de la cité d'une façon ou d'une autre. Donc on est tous politiciens. On est tous on est absolument tous, on devrait être tous politiciens. Mais on fait tous de la politique. On fait tous de la politique parce qu'on rentre, on gère tous, on contribue à la gestion de la cité. Pour l'instant, il a créé 7000 emplois, il contribue à la gestion de la cité. Si après il décide d'être du côté où on prend les décisions, les lois, les règles, c'est une continuité et ça ne devrait pas surprendre les gens. Bien sûr. En réalité, il ne faudrait pas que ce soit un secteur réservé à certaines gens. Non, ce n'est réservé à personne. Exactement. Chaque citoyen peut décider de sa mutation dans la politique. Il peut le faire de l'extérieur en tant qu'entrepreneur, il peut le faire de l'intérieur en tant que policy maker. Voilà. C'est très clair, c'est très clair. Je vais donner la parole à notre consul. Écoutez, ce que je peux dire, c'est que c'est déjà le féliciter. Hein, c'est un excellent parcours et ça rend fier d'avoir des Africains qui représentent aussi dignement le continent et de trouver que nous aussi, nous avons des personnes capables de mettre en place des projets qui se sont portés et qui donnent des résultats concrets sur le terrain et qui contribuent aussi à la réduction du taux de chômage de nos jeunes. On a des populations extrêmement jeunes sur le continent africain, donc on a besoin de profils pareils pour continuer de créer de la richesse, continuer de créer des emplois. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Baba, pour cette mise en avant de M. Djadji Sankaré. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit. Oui, vous l'attendez. Oui, il est là. Il s'appelle Stanislas Zézé. Il va me rejoindre dans un instant. Mais juste avant, et il va me pardonner pour cela, on va mettre en avant cette femme. Elle s'appelle Wangari Maathai. Malheureusement, elle est décédée, mais néanmoins, elle a laissé une trace indélébile. Allez, on regarde.
Elle a été la première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable et de la démocratie. Si on la surnomme la femme qui plante des arbres, c'est parce qu'elle a initié un mouvement qui a abouti à la plantation de 51 millions d'arbres en Afrique. Qui est la fondatrice du Green Belt Movement, une organisation qui œuvre pour la réforestation et l'accès à l'autonomie des agricultrices du Kenya et de toute l'Afrique. Salut, je m'appelle Cynthia et aujourd'hui je vais vous parler de Wangari Maathai. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle fait partie de ces figures de l'ombre qui méritent plus de lumière. Née en 1940 à Haïti, lorsque le Kenya était encore une colonie britannique, Maathai grandit dans une famille paysanne de l'ethnie Kikuyu. Sa mère la pousse à faire de longues études qui l'amènent aux États-Unis et en Allemagne. Après ses études, elle obtient son doctorat en anatomie vétérinaire, une première pour une femme d'Afrique de l'Est. Et même si elle vit et grandit dans une société kenyane conservatrice qui n'hésite pas à l'incarcérer à plusieurs reprises, sa force réside surtout dans son indépendance et son optimisme. Mère de 3 enfants, Wangari divorce d'un mari qui la juge trop intelligente et difficile à contrôler. En 1977, elle crée le mouvement de la Green Belt, des zones sauvegardées et replantées par les femmes kenyanes. Ces dernières sont incitées à prendre leur destin et leur environnement en main par la formation à l'agroforesterie. La reconnaissance mondiale de l'engagement de Maathai et son engagement écologique lui apportent un soutien financier international à partir des années 80. Et avec le retour du multipartisme au Kenya en 2002, Wangari Maathai devient députée et ministre de l'Environnement. Mais en 2011, Maathai décède à la suite d'un cancer. Au cours de sa vie, Wangari Maathai a reçu de nombreux prix et distinctions. Et depuis 2 ans, une serre lui est dédiée dans la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, en région parisienne. Wangari Maathai, la femme qui plantait des arbres. On insiste à un prix Nobel de la paix en 2004. Cette dame a participé, bien sûr, au développement durable, à la démocratie et à la paix. Ça, c'est très, très, très important. Alors, qu'avons-nous à dire sur ces femmes d'exception que souvent, malheureusement, n'empêchent de briller? Moi, je pense que les hommes africains ont intérêt à comprendre l'importance de la contribution des femmes sur ce continent. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai fait un post sur mon épouse qui venait d'avoir un diplôme de AMP, Advanced Management Program, et le titre c'était Hommage à ma reine. Et dans mon déroulé, j'ai dit à un moment donné, quand j'ai suivi le parcours de mon épouse, je me suis posé la question, mais sincèrement, et si on confiait le continent aux femmes, est-ce qu'on n'atteindrait pas plus rapidement nos objectifs de développement? Parce que je le pense vraiment. Je ne suis pas seulement un he for she, mais quand je vois l'évolution des femmes africaines ces 30 dernières années, je me dis, si les hommes africains comprennent que les femmes africaines sont leurs meilleurs partenaires, je pense que ce continent ira très, 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 très loin. Merci beaucoup. Monsieur le consul, je suppose que vous confirmez les dires de M. Stanislas Zézé. Vous êtes aussi un homme qui élève les femmes. Tout à fait. Moi, je suis particulièrement sensible à la question de la diversité aussi. C'est très important. Et puis surtout sur ce profil, j'ai aussi aimé le fait qu'elle ait eu cette compréhension très tôt des défis climatiques, assez tôt sur le continent, pendant que dans le monde entier, ces défis n'étaient pas beaucoup pris au sérieux, mais elle, c'est très, 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 très tôt. Donc, ce sont des figures à saluer. Et puis, des émissions comme ça permettent de remettre ces portraits, que les jeunes Africains découvrent ces différents portraits. Oui, exactement. Merci beaucoup, monsieur le consul. Merci. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé d'accueillir à la barre monsieur Stanislas Zézé. Je vous en prie, je vous attends. Bienvenue à vous.
Alors Stanislas Zézé, encore une fois, bienvenue. Vous êtes un entrepreneur ivoirien reconnu pour avoir fondé en 2007 Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière en Afrique de l'Ouest. Oui, je le dis et j'insiste dessus. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous avez poursuivi vos études en droit privé donc, en France, puis en gestion des administrations et finances aux États-Unis. Vous me corrigez si j'ai tort. Avant de créer Bloomfield, vous avez acquis une solide expérience professionnelle, notamment à la Banque mondiale et en tant que directeur régional du risque crédit pour l'Afrique de l'Ouest. Vous me corrigez encore une fois, et du centre chez Shell. Right, ok, good. L'Afrique vous rappelle, et donc c'est là que vous créez donc, cette évaluation des risques financiers pour nos pays africains. Pour vous, c'était important. Alors, vous êtes aussi surnommé donc l'homme aux chaussettes rouges. Vous avez même écrit un livre qui raconte votre histoire et qui a pour objectif surtout d'inspirer. Votre objectif aujourd'hui, vous l'avez dit, vous avez bâti un empire, je le dis, je me permets, et maintenant, c'est d'expliquer comment, c'est de motiver, c'est d'influencer, c'est d'inspirer donc la jeunesse africaine, qu'elle soit à l'intérieur du continent qu'à l'extérieur du continent. Vous sillonnez l'Afrique, on vous appelle, vous répondez présent, vous avez un point commun avec monsieur le consul. En 2019, vous avez été honoré du titre d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, reconnaissant ainsi votre contribution significative au développement économique et financier du pays, mais aussi de l'Afrique. Donc c'est vraiment un petit résumé. Si vous souhaitez en savoir plus, mesdames et messieurs, eh bien il va falloir vous procurer son livre, n'est-ce pas? Absolument. Alors absolument. Stanislas Zézé, bienvenue à vous. Merci. Merci. J'ai dit une grosse partie, donc moi je reviens sur cette agence de notation financière parce que ici c'est l'Afrique qui gagne, et pour vous il était primordial de permettre à l'Afrique de se noter soi-même, c'est-à-dire de permettre à l'Afrique d'avoir un regard africain sur ces entreprises et finalement de pouvoir capter ces investisseurs qui se posaient des questions lorsque c'était des agences de notation extérieures qui avaient ce regard sur l'Afrique, alors que vous, en tant qu'Africain, avec vos critères, vous notez correctement donc, nos pays, c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien résumé? Je crois que c'est très important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une notation africaine, parce que généralement, les gens prennent le raccourci de penser qu'on crée des standards africains, donc qui ne sont pas nécessairement comme les standards internationaux. Non, c'est faux. L'approche et les standards d'analyse sont les mêmes. L'approche est différente. L'approche est contextuelle. Et ce que j'explique toujours, le risque s'évalue dans son contexte. Une situation de risque en Côte d'Ivoire, vous la déplacez en France, ça peut ne pas représenter des risques parce que l'environnement a peut-être une meilleure capacité d'absorption de ce risque-là. Donc il est important pour moi de créer un outil qui permettrait de réduire cette asymétrie d'information entre les investisseurs généralement internationaux, locaux et régionaux et les réalités sur le continent. Donc contextualiser le risque de sorte à avoir une évaluation qui correspond à la réalité. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Quand on a commencé, évidemment, les gens pensaient que c'était utopique, mais aujourd'hui, 17 ans après, on se rend compte que l'outil qu'on a créé est un outil extraordinaire parce qu'aujourd'hui, ça a complètement transformé le marché des capitaux en Afrique francophone et d'ailleurs au-delà même. Et force est de constater que même les agences internationales veulent faire comme nous aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a eu raison d'avoir commencé ça il y a 17 ans et aujourd'hui on est très fiers de savoir qu'aujourd'hui l'Afrique a son outil pour évaluer son propre risque dans son contexte. Et ils ont voulu, avant de vouloir faire comme vous, ils ont voulu vous racheter, bien sûr. Oui, vous récupérez... Non, on le dit. Si. Bien sûr, on le dit. Malheureusement, nous ne sommes pas à vendre et nous ne serons jamais à vendre. Et comme j'ai dit, je n'ai pas créé cette agence pour gagner de l'argent. Évidemment, je suis à l'aise parce que c'était la conséquence de la réussite de ce projet. Mais l'idée, c'était de procurer à l'Afrique un outil qui lui permette justement de montrer sa vraie valeur intrinsèque en termes de qualité de crédit. C'est très clair. On a tous bien compris et surtout compris l'importance pour le continent africain, pour l'Afrique. Mais je m'adresse à la jeunesse africaine. C'est ça ma priorité. En Afrique, je parle dans les universités, je parle à tous les forums de l'entrepreneuriat. J'explique aux jeunes Africains, l'avenir de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. On développe un pays par le secteur privé, et le secteur privé, ce sont les entreprises et les entrepreneurs. Donc il faut former des entrepreneurs qui vont créer des entreprises. Ce n'est pas le contraire. C'est extrêmement important. Et avoir des entreprises fortes. Et pour avoir des entreprises fortes, nous incitons les gouvernements à créer l'environnement qui permette aux entreprises africaines
de devenir des entreprises fortes. Il est extrêmement important qu'en Afrique, on comprenne que les Africains devraient être les priorités en Afrique. C'est extrêmement important. Nos entreprises devraient être les meilleures dans notre environnement. Et donc pour ça, il y a une pédagogie à faire que je fais volontairement. Et c'est vraiment mon combat, c'est-à-dire que l'Afrique devienne forte parce qu'elle en a les capacités. Mais pour ça, il faut créer l'environnement, il faut créer une nouvelle narrative. Cette narrative africaine a décomplexé, où on réalise qu'on a les moyens d'atteindre le sommet et il faut qu'on se donne les moyens d'atteindre le sommet. Il faut rentrer dans une logique d'excellence. Et c'est vraiment ce que j'apprends aux jeunes. Très, très important, très inspirant. Alors pour le coup, moi, la question que je vais vous poser, c'est quand vous allez sur le continent africain, quand vous rencontrez cette jeunesse, quel est le constat? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je suis agréablement surpris du potentiel, de l'intelligence et de la volonté de réussir de ces jeunes-là. 99% des personnes me disent « vous nous inspirez, vous nous permettez d'aller de l'avant ». Et ça, c'est mon engagement vis-à-vis de l'Afrique. Ça, c'est ma responsabilité morale vis-à-vis de l'Afrique. Et je tiens absolument à respecter cette responsabilité-là et à l'endosser. Et je le fais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir. Et j'avoue que je suis un homme comblé. Wow. C'est fort. C'est très, très... Non, c'est fort, c'est même émouvant. Hein. Il n'y a rien de tel, et je pense que vous le ressentez, que de partager, que comment dire, de toucher la vie des gens. C'est exactement ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'on se rappellera de la Porsche que je conduisais ou des immeubles que j'ai construits. Totalement. Par contre, on se rappellera de l'impact positif que j'ai eu sur la jeunesse africaine. Et c'est de ça que je veux qu'on se rappelle de moi. Et vous avez une Porsche sinon? Très bien. On va finir avec votre livre « L'homme aux chaussettes rouges ». Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ça, c'est important parce que, pour le coup, en tant qu'Africain, c'est encore plus important parce que la tradition orale est très importante sur le continent africain. Mais vous l'avez fait, vous avez écrit votre livre. Qu'est-ce qu'on y apprend, vous, concernant M. Stanislas Zézé? C'est une autobiographie. En réalité, j'ai constaté que des centaines de milliers de jeunes me suivaient à travers le monde, spécialement des Africains. Et je me rendais compte qu'ils ne savaient pas grand-chose de moi, en réalité, sauf mes discours, mes prises de parole. Et j'ai décidé, je suis généralement quelqu'un de très secret. Ceci dit, je me suis dit, je prendrai sur moi me révéler à cette jeunesse-là. Je vais révéler tout ce que je suis, d'où je viens, comment je pense, qu'est-ce qui m'a influencé, comment j'ai vécu, les challenges de ma vie. J'ai tout dit dans ce livre, à peu près tout. Et pour moi, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, je vois la relation que j'ai avec les jeunes désormais. Elle a changé depuis que j'ai écrit ce livre-là, parce qu'ils ont l'impression de me connaître. Vous serez surpris, il y a tellement de jeunes qui portent des chaussettes rouges maintenant. Ils me disent, ce n'est pas un fashion statement. Mais quand on porte des chaussettes rouges, on a l'impression d'être Stan Zézé avec les valeurs qui vont avec. Voilà, ça veut tout dire. Il est avec nous, il s'appelle Stanislas Zézé. Merci beaucoup pour ce témoignage, merci beaucoup pour les informations et merci encore pour vos engagements. Monsieur, Excellence, Monsieur Konaté, qu'avez-vous à dire concernant notre cher Stanislas? Écoutez, c'est un parcours inspirant. Moi, je le connais, donc je le sais. Une fierté ivoirienne? Oui, c'est une fierté ivoirienne. Africaine. Donc, après, ça ne m'étonne pas. De Stan, il a toujours voulu partager, donc je suis bien content pour cela. Et puis surtout, je pense que c'est un bon exemple pour les jeunes aujourd'hui, dans un temps où il y a un peu trop de distractions de gauche à droite. C'est important d'avoir des personnes qui sont focus sur leurs objectifs et qui, à travers ce qu'ils font ou ce qu'elles font, peuvent inspirer l'ensemble des jeunes africains. Moi, je pense que ça, c'est très impressionnant. Totalement d'accord. On insiste ici sur le plateau de Diaspora Africa. Vous êtes des champions. On a besoin de vous entendre, on a besoin de vous voir, on a besoin d'être inspiré. Et ça, je parle au nom de la jeunesse africaine, je parle au nom de la jeunesse tout court, au nom de l'humanité tout court. Vous avez un talent, vous avez une expertise, vous avez les compétences, vous avez réussi. Partagez, partagez, partagez. Donc merci pour tout ce que vous faites. Merci. Monsieur Stanislas Zézé, avec grand plaisir. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs,
On l'a dit, cette émission est très, très, très inspirante. Alors, oui, on a plein de questions à leur poser. Franchement, il nous faudrait 2 heures. Hein. S'il vous plaît, les antennes, laissez-nous encore 1 heure supplémentaire. Alors, on va faire une rapide pause. On va lancer l'agenda des diasporas. On revient. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. On revient dans un instant. Ne bougez surtout pas. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. L'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Voilà l'agenda des diasporas. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, vos événements, vos conférences, vos séminaires. On les diffuse dans cette émission. Encore une fois, cette émission, c'est bien sûr la vôtre, chers téléspectateurs. On poursuit. Nos invités sont toujours là, à savoir Excellence, Monsieur le Consul Konaté et bien sûr Stanislas Zézé qui sont avec nous et qui restent avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On poursuit avec vous. Je vous propose d'aller en Côte d'Ivoire, de parler de la Tchéké. Est-ce que vous aimez d'abord la Tchéké? Oui, bien sûr. C'est obligatoire quand on y voit rien. Oui. C'est-à-dire que la Tchéké, c'est la base. Tout à l'heure, on regardait ce qu'on montrait, le petit film sur la Côte d'Ivoire, et on salivait tous les deux parce qu'on a vu de la Tchéké et du poulet braisé. Mais c'est étonnant quand même, les Ivoiriens. C'est-à-dire que à Tchéké tous les jours, mais même ça, quand vous voyez ça à la télé, vous salivez. C'est comme les Sénégalais, les chopent tous les jours. Non, mais vraiment, il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Allez, pour le coup, on va en parler. On va continuer à saliver dans l'émission Diaspora Africaine. On va parler de la Tchéké. Il y a pas mal de troubles autour de la Tchéké quand même, n'est-ce pas? Pas mal de troubles, mais qui se stabilisent. Qui se stabilisent, effectivement. C'est parti pour Dynamique africaine. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la Tchéké. Donc, la Tchéké vient d'obtenir sa labellisation. C'est un événement qui n'est pas négligeable. Et je m'apprêtais à demander à ces chers messieurs qui m'entourent s'ils connaissaient la Tchéké, mais bon, plus besoin de poser la question. Hein? Donc, le fait que le Tchéké soit labellisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, finalement, cette semoule de manioc fermentée ne peut plus être vendue sous le nom Tchéké si elle n'est pas produite en Côte d'Ivoire. Je parle sous le contrôle de monsieur le consul et monsieur Zézé, donc si je me trompe, n'hésitez pas, dites-moi. Donc le gouvernement ivoirien a fait une demande à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qu'on appelle OAPI, de pouvoir faire cette labellisation, et du coup un certificat a été rendu public, et la Tchéké est désormais considérée comme une marque collective. Donc le fait que ce soit une marque collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle protège en fait ce produit qui est d'origine agricole et alimentaire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que la semoule de manioc produite en Côte d'Ivoire qu'on peut appeler Tchéké. Ça veut dire si elle est produite ailleurs, dans un autre pays, on pourra lui donner un autre nom, mais surtout pas celui de Tchéké. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Mais moi, je veux la suite parce que... J'allais demander à Baba, mais est-ce que toi, tu sais vraiment c'est quoi la Tchéké? Le garba, la Tchéké. En tout cas, je le mange bien. Bon, en tout cas, c'est une farine de manioc. Voilà, elle est consommée donc plutôt humide, avec un goût qui peut être légèrement aigre, servie avec du poisson frit, du poulet, mangé au petit déjeuner, au dîner. Donc, on a bien compris, les Ivoiriens adorent ce plat qui est considéré comme faisant partie de l'identité ivoirienne. Donc, il attire la convoitise de beaucoup d'investisseurs. C'est pourquoi l'idée de la protection
par le label va permettre de renforcer l'image du produit, mais aussi faire augmenter sa valeur commerciale. Donc pour l'instant, la mesure n'est valable qu'en Afrique de l'Ouest, mais il y a des démarches qui ont déjà été entreprises pour étendre la marque collective en Europe et aux États-Unis. J'aimerais qu'on parle un peu de la Chine, c'est-à-dire que le premier producteur d'attiqué, il faut savoir, entre guillemets, sachez que c'était les Chinois. Les Chinois étaient les premiers producteurs de l'attiqué. Effectivement, mesdames et messieurs. Donc, dans nos assiettes, pour beaucoup, eh bien, la farine que nous avons, maintenant on ne peut plus appeler ça attiqué, depuis récemment, eh bien, venait principalement de Chine. Les boules venaient de Chine. Et ça, c'est grave. Donc moi, je me retourne vers vous, les Ivoiriens. C'est surprenant. Avant tout, c'est une question d'organisation. On en parle souvent. Je veux bien, je suis content que les Ivoiriens aient pris l'initiative de cette labellisation. Maintenant, il faut s'organiser, il faut structurer tout ça. Parce que la nature n'aime pas le vide. Exactement. Quand on laisse, quelqu'un d'autre prendra. On ne peut pas pointer les autres du doigt si on ne fait pas le nécessaire. J'espère que cette labellisation va donner des idées aux Ivoiriens pour qu'ils s'organisent, structurent autour de la Tchéké pour que ce soit la Côte d'Ivoire qui soit le premier producteur et exportateur d'attiqué. C'est bien le label, mais il faut être le premier producteur. Absolument, on est d'accord, monsieur le consul. Bon, moi, je pense que de toute façon, il y a énormément d'efforts qui ont été faits par le gouvernement. D'ailleurs, aujourd'hui, si on vient à parler d'attiqué, c'est bien parce que sur le plan national, on a fait quand même une certaine promotion de l'attiqué. Donc, quand même, l'État a quand même assumé sa part de responsabilité relativement à cela. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ce qui est intéressant dans le problème de l'attiqué, c'est que chaque Ivoirien en a fait un héritage personnel, un élément personnel. Aujourd'hui, si un Ivoirien voyage, il pense à ramener quelque chose, il va penser à l'attiqué dans un premier temps. Donc quand même, il y a des choses qui se mettent en place. C'est vrai qu'on a besoin de continuer sur les politiques qu'on fait au niveau de nos différents ministères afin de continuer dans la logique de l'appui à un produit qui est aussi demandé, pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais sur tout le continent africain. J'ai des amis d'un pays que je ne dirais pas, lui, il mange l'attiqué tout le temps. Tout le temps et tout le temps. Moi, j'en avais tellement mangé à l'internat que je pensais avoir eu ma dose, mais lui, non. Il continue. Voilà. Donc, en tout cas, c'est important. Merci beaucoup, monsieur le consul. Merci beaucoup, Fat Bintou. Nous sommes presque au terme de cette émission. On va accueillir notre pitcheuse du jour. Elle s'appelle Aïssé Sissoko et elle va nous parler de son association Arborescence qui accompagne les enfants les plus jeunes pour une meilleure scolarité. On l'écoute. C'est parti pour Pitch. Je suis la fondatrice de l'association Arborescence. Ce projet est né de ma passion pour l'éducation inclusive, mais aussi également de ma conviction de peu importe l'enfant dans le milieu dans lequel il grandit, peu importe ses origines, peu importe ses capacités, mérite une chance égale pour s'épanouir dans cette société. Chez Arborescence, nous mettons en place 2 types d'accompagnement. L'un dans le cadre des ateliers Montessori, qui a pour but de permettre à ces enfants de découvrir cette magnifique pédagogie de Maria Montessori. Et le deuxième, l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ce qui est important, c'est de permettre à ces familles de bénéficier d'un cadre éducatif qui se veut rassurant, dans lequel on travaille main dans la main pour pouvoir leur permettre d'être en synergie, mais également dans un travail de coéducation. Et ça, c'est très, très, très important. Donc pour le coup, juste pour nos téléspectateurs, c'est quoi le concept de Montessori? C'est basé sur quoi? Quelle est la différence avec l'éducation, avec le système que nous avons aujourd'hui? Oui, très bonne question. Alors, Montessori, en fait, par rapport à ses travaux, elle dit que l'enfant est un être à part entière et donc on doit le comprendre pour pouvoir lui amener en fait les apprentissages, mais également lui permettre de grandir dans une société qu'il comprendra par la suite. Pour cela, il est important de pouvoir
comprendre l'enfant, mais de pouvoir lui permettre de suivre son rythme et ses besoins et de pouvoir mettre en place tout un environnement pensé pour lui et de lui mettre en place les apprentissages, de lui donner accès à ses apprentissages, mais pas que ce soit lui qui doit courir après ses apprentissages. Et là est toute très intéressant. Et pour le coup, quand on parle de ces enfants que vous ciblez, notamment des enfants des quartiers prioritaires, des enfants qui n'ont pas, malheureusement, qui ont des parents qui ne peuvent pas les accompagner, vous le constatez, il y a une problématique, il y a des problématiques qui pourraient être réglées grâce à ce que vous proposez? Oui, tout à fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants à besoins spécifiques ne sont pas accueillis en fait sur des temps complets à l'école. Je parle pour les enfants en situation de handicap. Ils ont des temps qui sont très limités. Et pour les IME, qui actuellement sont l'établissement qui est censé les accueillir actuellement, ils sont saturés et ils n'ont pas de place pour pouvoir répondre à tous ces besoins et à tous ces enfants. Et nous, ce que nous on propose, c'est de pouvoir les accueillir, leur permettre d'être dans un cadre éducatif sur lequel on prend en compte leurs besoins, sur lequel une équipe pluridisciplinaire est formée pour pouvoir prendre en charge leurs besoins et également pour pouvoir les préparer à pouvoir comprendre la société dans laquelle on est. Super, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant et c'est très important ce que vous faites, notamment pour ces enfants, parce que tout commence dès le plus jeune âge et ça, malheureusement, on est beaucoup à l'avoir loupé. Enfin, je parle en général, hein. C'est-à-dire que dès 3 ans, on n'attend pas que l'enfant ait 12 ans, 15 ans, 20 ans pour commencer à lui inculquer les valeurs, lui inculquer l'importance d'apprendre, l'importance de réussir, l'importance de s'investir. Ça commence dès le plus jeune âge, à savoir enfant, bébé, 3 ans, comme vous faites. Actuellement, on est face à un grand défi. C'est décisif pour nous car fin décembre 2025 est la fin de notre bail locatif. Donc, de ce fait, on va devoir rechercher des nouveaux locaux. Et dans ce projet ambitieux, on a voulu se tourner vers de l'achat. Pourquoi? Parce que pour pouvoir répondre à ces besoins de ces enfants, on a besoin d'aménagements spécifiques, on a besoin de normes spécifiques. Et pour ça, on avait besoin d'être dans un cadre sur lequel ils vont pouvoir s'épanouir et pour pouvoir être sur un projet sur du long terme les concernant. Et justement, on a besoin justement d'être soutenu en fait dans cette initiative. Et comme vous l'avez si bien dit, le but ce n'est pas de s'arrêter là, c'est après par la suite que ce modèle puisse après servir pour cette diaspora, pour cette Afrique qui, on espère, après prendra modèle sur ce qui est mis en place. Merci Donc, beaucoup. Voilà. Merci, merci. Voilà, mesdames et messieurs, Aïssé Sissoko était avec nous et nos invités du jour. On remercie chaleureusement donc monsieur le consul Isiaka Konaté. On remercie bien sûr monsieur Stanislas Zézé pour votre présence et merci à nos chroniqueurs Chic-Chac, Babadem ainsi que Fat Bintou. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Diaspora Africa. Cette émission qui met en avant ces hommes, ces femmes, ces initiatives qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Allez, à très bientôt. Bye bye. Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.